Laissez parler sur le radio 107.9. Chaque année, à la fin novembre, il n'y en a que pour le Beaujolais nouveau. Quoique même celui-là est passé avec les années de chouchou des médias et des people à pas grand-chose. Loin des coteaux de la région lyonnaise, je vous emmène aujourd'hui dans le Val-de-Loire, côté Angevin, à la découverte du primeur local. C'est à Saint-Florent-le-Vieil, près d'Ancenis, que j'ai rencontré Roland Chevalier. C'est l'un des 10 viticulteurs à produire l'Anjou Gamay primeur. Et c'est tout un concept. Les vendanges se font à la main, même la macération est originale, c'est une macération carbonique. Le tout inscrit dans une démarche d'agriculture raisonnée, certifiée et durable. Les petits papiers sont consacrés aujourd'hui à l'Anjou Gamay primeur. Je vous emmène zioter les vignes et mater les cuves tout de suite. Bienvenue aux vignes de l'Alma. Donc ici nous sommes à Saint-Florent-le-Vieil. Avec mon épouse, nous exploitons 10 hectares de vignes. Et Saint-Florent-le-Vieil fait un peu le trait d'union entre le pays nantais et l'Anjou. Oui, ça c'est vrai. Donc en blanc, nous avons les appellations du pays nantais, donc le muscadet. Et en rouge, nous avons les appellations en rouge et en rosé, nous avons les appellations de l'Anjou, Rosé de Loire, Cabernet d'Anjou, Anjou Gamay et Anjou Rouge. Je crois que moi je suis venue pour le Gamay primeur. Alors pour le Gamay primeur, d'abord avant de parler du Gamay primeur, je voudrais parler du cépage. Donc le cépage, c'est un cépage Gamay. En Anjou, il est planté plutôt sur des schistes. Et c'est un cépage qui est difficile à dompter. C'est-à-dire que c'est un cépage qui est assez gros producteur, donc il faut arriver à le maîtriser. C'est pour ça qu'au printemps, d'abord en hiver, là, en ce moment je suis à tailler. Qu'est-ce que vous faites donc on taille. Là vous voyez, c'est pré-taillé. On a passé un... On va voir. On va voir. Donc on a passé une machine pour pré-tailler, c'est-à-dire que pour couper tous les bois qui sont en haut, de façon à nous gagner 30% de temps. Et ensuite, on n'a plus qu'à tailler toute la partie du bas. Et donc cette taille-là, on considère que c'est à peu près 60 heures hectares. Donc pour le Gamay, il faut absolument tailler très court. Sinon, on va avoir trop de grappes. Donc les Gamay, on les taille à 4 fois 2 yeux. Vous voyez, donc là on a laissé... Là ça c'est le bois de l'année d'avant, ça c'est le bois de cette année. Donc cette année je vais couper là. Et je vais laisser un petit rameau avec 2 yeux. Et ici aussi. Donc de ce côté-là, on aura 2 yeux. De l'autre côté, on va faire pareil. On va laisser 2 yeux. C'est le même principe que les bois des animaux, par exemple ? Non. Chaque année, oui, vous voyez les traces des années. Chaque année, on voit les traces des années. Mais il faut toujours qu'on laisse le sarment de l'année. Parce que si on laisse le sarment de 2 ans, on n'aura pas de grappe. D'accord. Et ensuite, donc au printemps, les yeux qu'on a laissés, il va pousser des petits bourgeons. Mais il va en pousser sur les yeux qu'on a laissés, mais il va aussi en pousser sur le vieux bois. Et il faut absolument qu'on sélectionne les rameaux. On va garder que les rameaux qui sont sur les bois de l'année, c'est-à-dire qu'on va passer et on va sélectionner 8 rameaux sur le cep. Et tous les autres rameaux, soit c'est un œil double, ou soit c'est des gourmands qui ont poussé sur le cep, on va les enlever. Et ceci va nous permettre déjà de limiter les rendements et d'avoir un cep qui soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas trop de feuilles au niveau des grappes. Ensuite, ensuite la vigne va pousser, on va la palisser, c'est-à-dire qu'on va remonter les fils pour emprisonner les rameaux.
Pour que la tête soit toujours droite. toujours droite, et quand elle va être arrivée à peu près à une hauteur d'1,60 m, on va passer un appareil pour la couper. D'accord. Donc ça, c'est effectué à partir du mois de juin. Et au mois de juillet, on va passer pour compter les grappes. Et le but de compter les grappes, c'est de nous donner à peu près un nombre d'hectolitres qu'on aura au moment des vendanges. Et si on se rend compte qu'il y a trop de grappes, on va passer en coupé, et ça s'appelle la vendange en verre. D'accord. Donc là, ce sont des jeunes de vignes ? Non, ça c'est là ici, on est dans la parcelle de la plus vieille vigne, puisqu'elle a été plantée en 72. Oui, quand même. D'accord. Donc plus loin, il y a les jeunes sont où Ici, les jeunes, les dernières vignes plantées, elles ont été plantées en 86. Donc elles ont mon âge, oui. 24 ans. Donc on peut dire qu'on a un vignoble qui est entre 20 et 40 ans. Et une vigne peut vieillir, peut aller jusqu'à 50, 60, 70 ans. C'est un peu comme nous, c'est un peu comme une personne, hein. Tout le monde ne vit pas, ne vit pas aussi vieux. Et en fait, ça va dépendre aussi comment les vignes, si on les laisse pas trop produire, elles vont pouvoir vieillir plus vite parce qu'on les aura pas fatiguées. Donc ça, c'est le travail qui vous occupe actuellement, la taille ? Donc la taille va nous occuper jusqu'au 1er mars. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit que c'était 60 heures pour 1 hectare, donc là il y a 10 hectares, il y a 600 heures de taille à passer. Et vous êtes combien à faire ça ? Donc là on est deux personnes à tailler. Yes, d'accord. Il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Et au niveau du sol, vous disiez... Donc ici on est dans le sol, on a le sol en lui-même. Donc là on est à peu près sur 1/3 d'argile, 1/3 de limon et 1/3 de sable. Et ensuite on a la roche-mère. Et la roche-mère c'est du schiste. Et je suppose qu'il n'y a pas besoin d'alimenter la terre ici, c'est-à-dire que c'est un peu spécial parce que c'était une exploitation qui n'était pas du tout viticole. C'est une exploitation qu'on a créée, que mon père a créée dans les années 70, de 70 à 80. Donc les sols n'avaient jamais eu de vigne. Il y avait eu un peu de blé, un peu de maïs, mais comme on est sur des schistes, ça poussait très mal. Donc c'est pour ça qu'on a planté de la vigne, parce que le sol, ici vous voyez, on est sur un plateau avec une ouverture à peu près de 360 degrés, puisqu'on voit très bien à l'horizon, et en fait c'est ventilé, et c'est pour ça que ça a été planté en vigne. Elles se plaisent ici donc ? Elles se plaisent ici, oui, parce que la vigne a besoin, surtout les gamets. C'est vrai que pour les cabernets, quand on est des années qui sont un peu plus sèches, c'est un peu plus difficile, parce que le cabernet est sensible au stress hydrique, alors que le gamay est très peu sensible au stress hydrique. On continue ? Où est-ce que ça se passe après votre travail Donc là, on va aller visiter la cave. Ouais. Et là, on va parler, parce que donc les vendanges, ici sur les vendanges, tout est récolté manuellement, de façon à faire des tris assez serrés. Et comme ça, les années qui sont un peu plus difficiles, ça nous permet d'avoir des vins de meilleure qualité. Et puis le gamay ne supporte pas la machine à vendanger, parce qu'en fait le gamay, on fait une vinification spéciale qui s'appelle la macération carbonique. Donc on va rentrer et je vais vous expliquer qu'est-ce que la macération carbonique. Je vous remercie. Ah, on est coupé de la pluie au moins. Donc on va aller de l'autre côté voir les cuves de macération. En un bondi color humo que al Trocén se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana, le batió un punga a la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado.
Ça vous a plu de reprendre le travail de votre père ? Oui, c'est-à-dire que mon père avait quand je me suis installé en 80, il y avait 2 hectares de vignes, on avait encore des animaux, et donc de 80 à 90, on a planté 8 hectares de vignes pour arriver à 10, et en 90, quand mon père a pris sa retraite, j'ai gardé que la partie viticole. J'aimais pas trop m'occuper des animaux, et c'est vrai que j'aimais mieux m'occuper des plantes, quoi. Donc voilà les cuves de macération. On voit rien. Ah oui, là, tout est caché. Donc au moment des vendanges, donc c'est récolté donc à la main. On a une quinzaine de vendangeurs. Les grappes sont vidées dans des portoirs. Les portoirs, c'est un récipient qui contient à peu près 60 litres. Donc les portoirs arrivent au chai et elles sont vidées directement dans les cuves, mais sans être égrappées. C'est de la vendange entière. Et avant de vider les grappes, notre cuve, on la sature de gaz carbonique, on la monte en température, puisque dans les cuves, c'est des cuves, vous voyez, c'est des cuves qui sont en béton avec un revêtement alimentaire à l'intérieur, c'est de l'époxy. Et on a un système de chauffage, comme le chauffage au sol dans une maison, pour chauffer nos cuves, pour les monter en température. Le raisin est vidé directement dans les cuves. Quand la cuve elle est pleine de raisin, on la ferme le plus hermétiquement possible. Et en fait, les raisins, parce que les raisins, quand ils sont mis les uns sur les autres, il y a beaucoup de vide. Comme ils ne sont pas égrappés, il y a beaucoup de vide. Et c'est le gaz carbonique qui entoure les grappes de raisin. C'est pour éviter d'avoir des déviations aromatiques, qu'il y ait des bactéries qui se mettent en route. Donc, comme on a chauffé le sol, dès le lendemain, le sol tout de suite, les raisins, ils montent en température et se déclenche la fermentation alcoolique. Et ça sent ça ? La fermentation sent, mais pas les. Au départ, c'est pas très violent. Après, c'est assez violent et c'est même dangereux puisque c'est du gaz carbonique, donc faut faire attention au niveau des cuves. Donc ce système de macération, en fait, c'est la macération carbonique. Et la macération carbonique, en fait, c'est une fermentation intracellulaire dans chaque grain de raisin. D'habitude, quand les raisins ils sont égrappés, en fait, c'est le jus qui fermente autour de la peau, autour de la chair. Et là, comme les raisins ils sont entiers, la fermentation elle est à l'intérieur des grappes. Donc, une fois quand ça va commencer à fermenter, eh bien, les peaux des raisins vont se dilater, elles vont libérer du jus, et ce jus-là, il va tomber au fond de la cuve. Et les 2 premiers jours, ce jus-là, il n'a pas encore eu le temps de prendre toute sa couleur, puisque la couleur, elle est dans la peau. Il faut absolument que la peau soit longtemps avec le jus, soit à un certain moment avec le jus pour pouvoir la colorer. Il faut au moins 4 jours pour que ça donne sa couleur. Donc les 2 premiers jours, les jus qui sont tombés au fond de la cuve, on va les enlever. Ils sont un petit peu rosés, ils sont très peu rouges. Donc ça va nous servir pour faire des rosés de Loire. Et ensuite, les jus du 3e jour jusqu'au 7e jour, on va les retirer tous les soirs, mais aux autres, ils auront déjà pris de la couleur. Et ces jus-là, on va les appeler des jus de goutte, puisqu'en fait, ils ont goûté au fond de la cuve. On va les laisser fermenter tranquillement. Et ensuite, au bout de 7-8 jours, dans la cuve, il y a des raisins. Les raisins qui sont en bas de la cuve, en fait, ils sont écrasés. Il y a presque plus de jus dedans. Mais les raisins qui sont en haut de la cuve sont encore entiers. Il y a beaucoup de jus dedans. Donc, on va tout ressortir. On va tout mettre par petits bacs et on va emmener ça au pressoir pour être pressé. Et ces jus-là, on va les appeler des jus de presse. Et ensuite, on va assembler les jus de goutte et les jus de presse selon ce qu'on veut obtenir comme produit. Par rapport qu'est-ce qui caractérise aussi l'Anjou Gamay Primeur, c'est que c'est des macérations carboniques très courtes. C'est des macérations carboniques de 6, 7 ou 8 jours selon les années. Après, avec ce type de macération, si on les laisse de 10 jours jusqu'à 14 jours, on va faire des Anjou Gamay que l'on mettra en bouteille au mois d'avril ou au mois de septembre l'année d'après. Mais ce sera pas un primeur, ce sera un Anjou Gamay parce qu'on sera plus sur des arômes secondaires, sur des arômes de cerise, sur des arômes kirschés. Alors que sur des macérations courtes, on est plus sur des arômes primaires, un peu le côté amylique, le côté bonbon anglais, le petit côté fraise. Donc la palette aromatique, elle a évolué
parce qu'on a laissé macérer un peu plus longtemps. C'est magique. Bon, ça dépend de la durée qu'on laisse de macération, on obtient un produit différent. Oui, alors ça dépend de la durée de macération et ça dépend aussi du climat qu'il a fait dans l'année, quoi. Parce que le climat, en fait, c'est le climat qui va nous faire décider pour voir quel type de vinification on veut faire. Si on laisse macérer plus longtemps, plus court, et en fait, c'est le climat de l'année. Donc il n'y a rien de mathématique. C'est pas parce qu'une année on a travaillé sur tant de jours que l'année d'après. Et souvent, c'est au dernier moment, en fait, qu'il faut prendre des décisions. Et ces décisions-là, faut pas se tromper. D'accord. Et donc une fois que la macération est faite, qu'est-ce que vous faites? Donc alors là, je vais vous faire voir. On va aller au pressoir. Ah, le pressoir. Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Donc on va monter sur la passerelle. Ah, j'arrive. Donc si vous voulez, pour les blancs et les rosés, c'est récolté et c'est mis tout de suite au pressoir. C'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est un égrappoir, on les passe dans un égrappoir, de l'égrappoir ça tombe directement dans le pressoir et ensuite c'est pressé. Donc ça c'est pour les blancs et les rosés. Les rouges, on les met en macération. Donc pour les primeurs, on va les laisser 8 jours en macération carbonique. Les autres gamets, entre 10 et 12 jours. Pour les Anjou rouges, donc le cépage Cabernet, qui est une fermentation traditionnelle, on va les laisser entre 12 jours et 1 mois, selon l'année et le produit que l'on veut obtenir. Et ensuite, ça va être remis dans le pressoir pour que ce soit pressé. C'était une belle machine. Ça fait du bruit, du coup? Non, ça fait trop de bruit. Bon, ça c'est un pressoir. En fait, c'est un pressoir qui est de 84, qui est déjà démodé, puisque là, vous voyez, on a une vis centrale et 2 fonds qui se rapprochent et qui sert jusqu'au milieu. Ah, d'accord, ouais, effectivement. Ouais. Alors que les nouveaux pressoirs, c'est des pressoirs avec membrane. C'est de l'air qu'on envoie et c'est des membranes qui vont presser le raisin. Mais ça fonctionne quand même. Mais ça fonctionne quand même. Mais ça fonctionne quand même, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Faut pas s'en servir n'importe comment. Mais pour les rouges, c'est pas trop gênant. Si on était une exploitation qui avait beaucoup de blanc, c'est vrai que les pressoirs pneumatiques seraient indispensables. Se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río.
pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben. Bon, nuit. Eh bien, naturellement, c'est normal. Hein. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Bien sûr, vous me prenez pour un alcoolique. Pourtant, j'ai jamais bu que ce qu'il me fallait. Gérard Depardieu. C'était rare que je dépasse mes 12 litres par jour. Dans Uranus. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'en 20 ans, j'ai jamais été sous une seule fois. C'est bien ce qui me révolte d'être ici. J'en suis malade, là! Je deviens fou, moi! Pour moi, la prison, c'est l'enfer! Chez moi, j'ai toujours de quoi occuper ma force. Le travail à la cave, les tonneaux, les rangements, les paliers de bouteilles, fendre du bois pour l'avier, il est étable, je m'occupe. Je me remue, oui. Je bois un coup. Oui, je bois un coup, je bois, quoi. La fermentation alcoolique, c'est la transformation de sucre du raisin en alcool. Donc les blancs et les rosés, on essaie de les faire fermenter entre 15 et 17 de température. Les rouges, ils vont fermenter entre 20 et 25 de température. Donc on a des grands drapeaux qui sont là-bas, vous voyez, les grands drapeaux, et on fait circuler soit de l'eau froide. Non, je vois pas. Là, les serpentins d'accord. C'est des drapeaux ? Oui, on appelle ça des drapeaux ou des serpentins qui sont en inox. Donc on fait circuler de l'eau froide si on veut refroidir la cuve et on fait circuler de l'eau chaude si on veut réchauffer. Ça me rappelle la chimie quand j'ai... Oui. Ça, en fait, oui, en fait c'est ça et tous les matins et tous les soirs, on regarde la température et on voit si la densité elle a baissé, si le sucre du raisin se transforme en alcool, de façon à pas qu'il y ait d'incidence, qu'il y ait d'arrêt de fermentation. Donc tous les jours, faut surveiller pour pas que, parce que là c'est les levures qui vont transformer le sucre du raisin en alcool, et il faut pas que ce soit des bactéries qui prennent le dessus, parce que elles vont empêcher les levures de transformer le sucre du raisin en alcool. Et sur les rouges, donc on a une deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique. C'est une désacidification naturelle, c'est-à-dire que les vins, on les maintient à 20 degrés de température. C'est des bactéries qui se mettent en route et qui vont nous manger toute l'acide malique et ça va nous faire chuter l'acidité. Ensuite, une fois que ces deux fermentations-là sont réalisées, donc les vins, ils sont soutirés, c'est-à-dire que le vin, il se dépose au fond de la cuve, il y a un dépôt au fond de la cuve et ce dépôt-là, on l'enlève. De façon à que les vins soient éclaircis. On va les laisser tout l'hiver en élevage et ensuite les vins seront mis en bouteille pour certains début avril et pour d'autres les cuvées avec un peu plus de tanins qui sont un peu plus puissantes seront mis en bouteille qu'au mois de septembre. Et à quel moment vous les goûtez ? Alors on les goûte souvent, on les goûte en cours de fermentation, on les goûte pas tous les jours, mais on les goûte toutes les semaines. De temps en temps, on dit tiens là en début de semaine on va plutôt goûter les blancs ou plutôt goûter les rosés pour voir l'évolution, pour voir s'il faut faire des soutirages. Et ensuite on est conseillé, on a un œnologue qui passe sur l'exploitation, qui nous apporte un petit peu un œil extérieur puisque lui il rencontre d'autres collègues œnologues, il rencontre d'autres viticulteurs et ça nous aide aussi dans la prise de décision. Donc à aucun moment on ajoute quoi que ce soit. C'est-à-dire que sur le millésime 2010, on a eu des degrés naturels. Même depuis, si on reprend depuis une dizaine d'années, il y a très peu de chaptalisation de réaliser sur les vins parce que le climat est en train de bouger. Nous, on s'en rend compte puisque si on prend le cépage Gamay, donc cette année, qui était à peu près une année normale, on a vendangé la dernière semaine de septembre. Et si on recule de 20-25 ans, souvent le Gamay était vendangé vers le 12 ou le 13 octobre. Ça veut dire qu'on a presque gagné 15 jours de vendange en 30 ans. Donc quand on dit que le climat il se réchauffe, il y a certainement une part de vrai. C'était 2 ou 3 hivers plus tôt. Ayant laissé mes familles ordinaires à leurs ébats neigeux, je rentrais seul à Paris par un soir gris semblable. Le frigo vide béait sur rien. Un voisin, pauvre mais compatissant, me fit le prêt d'une demi-baguette de pain mou et d'un litron sobrement capsulé dont l'étiquette en gothique, lamentable, chantait avec outrecuidance les vertus du gros rouge si inclus. Bref, c'était un de ces bons gros pinards bien de chez nous dont l'acidité est telle qu'elle neutralise le méthanol et les effluves de Tchernobyl. J'avais lu quelque chose quand je me suis renseignée aussi, que vous aviez une norme qualité ici. Donc ici, là, déjà, on est dans l'appellation. Donc, on a l'appellation, on a des normes d'appellation à suivre et à respecter.
Et après l'exploitation, on est dans les démarches Terra Vitis. Alors, qu'est-ce que Terra Vitis? Donc, Terra Vitis, c'est en France, on doit être autour de 800 viticulteurs adhérés à Terra Vitis. Au niveau du Val-de-Loire, on est autour de 120 viticulteurs. Donc, on a une charte, un cahier des charges à respecter. On a une traçabilité aussi qui va depuis le cep jusqu'à la bouteille. On accepte aussi d'être contrôlé tous les ans, en fin d'année, par un organisme indépendant. Et je dirais qu'on essaye de concilier le respect de l'environnement avec une viticulture qui soit viable et durable. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, quoi. C'est une viticulture un petit peu raisonnée, c'est dans l'élan de tout ce qu'on appelle voilà. Oui, c'est l'agriculture raisonnée. En fait, si moi personnellement j'ai pris cette démarche, c'est que je pense que dans 10 ans tout le monde sera en agriculture raisonnée. On n'aura pas le choix, mais je pense que faut mieux y passer tout doucement, s'habituer tout doucement, que d'attendre et puis un jour nous dire bah voilà, demain vous passerez en agriculture raisonnée, quoi. Alors c'est quoi ça? Donc c'est quoi les contraintes? C'est par exemple éliminer tout ce qui va être un petit peu les petits insectes perturbateurs, c'est ça? Vous n'avez pas le droit de les traiter? C'est quoi les contraintes? Bah, les contraintes, c'est-à-dire qu'on a des produits qui nous sont interdits. On a choisi de pas utiliser ces produits-là parce que souvent c'est des produits qui sont pas très bons pour la faune auxiliaire. Et puis dans la démarche aussi, c'est toujours un peu d'innover, d'essayer. On se met j'appellerais pas ça des contraintes, mais je prends un exemple. Nous, on faisait des insecticides puisqu'on a une petite bête qui s'appelle la cochylisse, en fait, qui est un papillon qui va pondre des œufs. Les œufs vont éclore et les vers vont venir manger les grappes, quoi. Et c'est vrai que c'était un gros problème. Et depuis 10 ans. On a arrêté de traiter, de mettre des insecticides pour ces papillons. Et là, on est passé en confusion sexuelle. Alors, ça vous fait rire, mais c'est-à-dire la confusion sexuelle. On dispose des petites capsules dans la vigne. On en dispose 500 à l'hectare, et dans cette petite capsule-là, il y a des phéromones femelles. Donc on les dispose, là on les met dans la région du Val-de-Loire, on les met vers le 10-15 avril. Donc ces petites capsules-là vont libérer les phéromones femelles, et les papillons mâles vont sentir ces phéromones femelles, mais ils vont pas réussir à rencontrer les papillons femelles. Et pour cause, et donc il y aura pas accouplement et il y aura pas de ponte. Enfin, quand je dis il y aura pas de ponte, il y en a quelques-uns quand même qui arrivent à se retrouver, quoi. Donc il y en a un tout petit peu, mais nos collègues qui mettent des insecticides, en fait, ils se rendent compte que c'est pas garanti à 100%. Donc ça marche à condition qu'il y ait une surface qui soit importante, de 10 hectares, et puis en fait que tout le monde le fasse, parce que si vous avez des voisins qui le font pas, les papillons ils vont rencontrer les femelles dans les parcelles voisines, et les femelles vont venir pondre dans vos parcelles, elles vont pas choisir. Donc, nous, on a la chance d'être tout seuls. Nos plus proches viticulteurs sont à 10 km. Donc, c'était un système qui était facile à mettre en place sur l'exploitation. Mais bon, quand je dis on a arrêté les insecticides, ça fait pas 10 ans qu'on a arrêté les insecticides, parce que cette petite bête-là, on avait réussi à l'empêcher de nuire. Mais il nous en restait encore une autre, qui est la cicadelle verte. Elle qui nous pique les feuilles à partir du mois de juillet et qui nous empêche d'avoir du degré. Et ces phéromones femelles-là ne faisaient pas effet sur la cicadelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors donc les premières années, à partir du moment qu'on n'avait pas recréé une biodiversité complète, les premières années, on a été obligé de passer un petit insecticide enfin. Et là, depuis 4 ans, on passe plus du tout d'insecticides parce qu'il y a une biodiversité qui est arrivée. On a replanté des haies. On a replanté 400 mètres de haies tout autour de l'exploitation, de façon qu'au l'hiver, à créer un réservoir de bons prédateurs. Ensuite, toutes les tournières ont été enherbées. On laisse de l'herbe naturelle dans nos rangs de vignes. On désherbe en feuillière que sous nos ceps.
Pour l'instant, peut-être qu'un jour on passera au désherbage mécanique, mais pour l'instant on y va par étapes. Et si vous voulez, au printemps, les auxiliaires, les pompes prédateurs, ils vont repartir des haies, ils vont venir sur nos bandes enherbées naturelles, et après ils vont aller dans les vignes dès que les vignes auront des feuilles, quoi. A pesar que el Gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Hizo frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Color humo. Bondi color humo. Bondi color humo. Un bondi color humo. Un bondi color humo. Pour découvrir ce cru, Roland et Marie-Pauline Chevalier vous accueillent au Clos de l'Alma, à Saint-Florent-le-Vieil, dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez consulter le site de leur domaine viticole, c'est le www.vigne.com. Pour la bande originale, vous avez pu entendre l'Argentin Melingo avec son titre En un bondi color humo, ainsi que la chanteuse Lassa avec son titre Los Peces. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro des Petits Papiers Magali. Laissez parler sur le radio 107.9.